Rim Battal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Vous êtes artiste, poétesse, écrivaine. Vous publiez aujourd'hui votre premier roman, Je me regarderai dans les yeux, paru chez Bayard. Voilà, vous l'avez entre les mains. Si vous êtes ici aussi à Thionville, c'est que vous participez aujourd'hui à une table ronde. Quel progrès dans la langue? Tel en est le sujet dans le cadre du festival Polythéia. Alors une petite question déjà sur cette langue. Est-ce que justement l'évolution de la langue, vous, c'est quelque chose qui vous inquiète? Ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'elle évolue, qu'elle soit triturée, malaxée, mais au contraire, vous y voyez quelque chose de positif ou un appauvrissement? Alors, moi, j'y vois que du positif, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est, tout ce qui vient hybrider la langue, tout ce qui vient l'enrichir, tout ce qui vient la questionner, la bousculer un petit peu. Bah, je trouve que c'est le signe qu'elle est vivante, oui, et qu'elle est toujours utilisée, qu'elle est toujours, que les personnes se l'approprient à leur manière, avec leur culture, avec leur background, avec leur niveau de langue aussi, puisqu'on n'est pas tous égaux face à la langue. Et du coup, ça permet de la prolonger d'une autre manière et de l'étendre aussi à d'autres territoires. Et puis voilà, enfin, la langue française existe toujours aujourd'hui et partout dans le monde de manière très différente. Elle est abordée et utilisée dans des contextes très différents et de manière très différente. Et c'est cette souplesse-là qui lui permet de survivre, en fait. Tout ce qui doit survivre doit être souple, sinon ça casse. En quoi elle est essentielle pour vous? Alors la langue française est importante pour moi parce que c'est une langue que j'ai apprise en même temps que l'arabe quand j'étais petite. Pas avec la même profondeur, puisqu'en fait la langue arabe c'est ma langue maternelle, donc qui parlait partout dans la rue. Mais mes parents me parlaient aussi français et j'ai grandi au Maroc où on parlait aussi français et où on mélangeait les deux. Le darija, donc qui est l'arabe marocain, est traversé par plein de mots français. Et puis j'ai découvert plus tard que le français aussi était très traversé par l'arabe. Et donc pour moi, aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire si je rêve en arabe ou en français, si je pense en arabe ou en français. Quand je m'adresse à mes enfants, je pense en arabe, je leur parle en français. C'est vraiment les deux sont tellement liés qu'elles sont indissociables. Je ne peux pas je peux pas les prendre une de chaque côté, les mettre dans des boîtes. Pour moi, c'est vraiment une seule et même entité presque. Et je pense qu'on le sent, qu'on le ressent aussi en lisant mon livre Je me regarderai dans les yeux. En tout cas, c'est ce que m'a dit une journaliste marocaine francophone, qui est une grande spécialiste de littérature maghrébine. Et elle m'a dit, on sent ça. On sent que tu as un français qui est très riche, mais qui est très traversé par l'arabe. On sent qu'il y a le darija qui est sous-jacent. Oui, oui. Et en quoi peut-être alors la langue, et puis qui plus est les mots, est-ce que ça a été un refuge pour vous ou pas? Évidemment, toujours. Oui, en fait, j'ai grandi dans cette société-là, donc au Maroc, où l'intimité est très compliquée. On le voit dans votre livre. Exactement, mais pas que. En fait, je pense que c'est une question qui se pose aussi pour toute personne à l'adolescence, où on a besoin d'avoir son lieu à soi, sa chambre à soi, son petit sanctuaire, mais où on est tout le temps et en permanence dérangé. Il y a plein d'intrusions de la part des adultes, des professeurs, du corps enseignant, de l'extérieur, en fait, qui vient perturber cette intimité et ce besoin de solitude. Et pour moi, le refuge a été les mots et les livres. Ça me permettait de être dans ma chambre, qui est toujours ouverte, avec les frères et sœurs qui rentrent, les parents, la femme de ménage, etc. Mais en ouvrant le livre, j'étais tout de suite projetée dans une autre pièce qui était à moi. Et je ne supportais pas d'ailleurs que quelqu'un lise par-dessus mon épaule. Parce que je me souviens, par exemple, il y avait parfois ma sœur ou mon frère qui venaient regarder parce que ça les intéressait, ce que je lisais. Mais ça m'agaçait vraiment parce que pour moi, c'était mon refuge, c'était mon lieu à moi. Et j'avais besoin d'avoir ces mots pour moi toute seule et de pouvoir imaginer les personnages et ce monde entier, le construire seule avec la personne qui écrit, avec les clés que l'auteur-autrice nous met entre nos mains, en fait, qui sont quelques descriptions, mais finalement un personnage, chaque personne l'imagine, l'habille à sa façon, le fait bouger à sa manière. Et c'est ça qui est très très beau avec la littérature. Dans votre livre, l'héroïne qui porte votre nom, d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants, elle lit Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë. Est-ce que ça fait partie des livres qui vous ont nourri et peut-être quels sont justement ces ouvrages qui vous ont donné le goût, l'amour des mots?
Alors il y avait en effet les Odes de Hurlevent, mais j'ai aussi lu Sade très jeune, Ah oui. oui, à l'âge de 14-15 ans. J'ai lu, mais en fait c'était des lectures au hasard en fait, qui n'étaient pas filtrées. C'est que j'allais, il y avait très peu de librairies qui avaient de la littérature contemporaine, donc c'est ce que je trouvais chez les bouquinistes. Et comme je n'avais personne ne me guidait dans mes lectures, je prenais ce que je trouvais. Voilà, je lisais les quatrièmes de couverture et c'est où la couverture m'intéressait ou pas, le titre me parlait. Et je me souviens que j'avais été particulièrement interpellée par Les Infortunes de la Vertu, sans savoir du tout ce qu'il y avait dedans. Et donc voilà, j'étais bien surprise. J'ai rencontré Georges Bataille comme ça, Kundera aussi, mais enfin je dis ça, mais j'ai aussi lu le Club des 5 et le Club des Babysitters, la totalité de la collection. Je lisais aussi en arabe, donc le Makteb al-Khadra, qui est une collection pour les enfants. C'est une version contemporaine arabe des contes de Grimm, Perrault. Et voilà, c'est tout ça qui a constitué mon imaginaire, en plus de, voilà, des Russes avec Tolstoï et Brontë. Bon, venons-en maintenant à votre livre, je me regarderai dans les yeux. Il est question d'une jeune femme qui vit à Marrakech, elle est adolescente, et puis pour avoir fumé une cigarette, elle va s'attirer les foudres de sa mère, et ça va conduire cette dernière à lui imposer de lui fournir un certificat de virginité, ce qui se fait là-bas dans le pays. Cette jeune femme, elle porte votre nom dans le livre, mais est-ce que c'est votre histoire pour autant ou pas ? C'est notre histoire à toutes en fait. C'est l'histoire de toutes les jeunes filles qui, à l'adolescence, se découvrent femmes d'une manière ou d'une autre, ou se voient imposer des règles, des contraintes qu'elles n'auraient jamais pu imaginer en grandissant, en étant enfant, en ayant cette liberté qu'on accorde aux enfants, parce qu'on a un corps qui n'est pas encore sexualisé, sexualisable. Et à l'adolescence, on se retrouve projeté dans un tout autre monde, avec ces nouvelles contraintes, cette surveillance, cette intrusion des adultes dans nos corps. Et donc c'est dans cette mesure-là que c'est mon histoire. Mais c'est aussi en effet mon histoire de manière plus littérale, puisque on m'a demandé justement de fournir de servir sur un plateau, de fournir un certificat de virginité suite à une cigarette fumée, ce qui peut apparaître extrêmement absurde, mais en fait on comprend très bien la logique de cette mère à travers le livre. Et c'est justement le côté tellement absurde de cet événement-là qui peut paraître anecdotique qui m'a poussée à écrire ce livre, parce que je voulais comprendre, parce que je voulais qu'on comprenne aussi d'un point de vue extérieur. Je ne voulais pas que ni la mère soit diabolisée, ni qu'elle soit comprise aussi dans son geste et dans cette demande qu'elle fait, parce qu'elle est prise dans un système patriarcal qui pèse sur elle, et c'est un peu une sorte de volonté de protéger son enfant aussi. Le fait de lui demander un certificat de virginité, c'est une manière extrêmement maladroite de faire. C'est très violent. C'est extrêmement violent, évidemment, mais dans sa conception de ce qui est bon pour son enfant, qui est une conception très erronée, évidemment, et déformée par tout un système patriarcal et une société qui la pousse et qui l'a déformée elle-même. Mais elle essaye de protéger son enfant d'un mal qu'elle s'imagine. Mais c'est vrai qu'on ressent une emprise familiale et une emprise sociétale. Et toutes ces femmes, que ce soit Rim ou sa mère ou bien sa tante, on sent que pour elles c'est très très compliqué finalement de résister. Évidemment, mais on comprend aussi que chacune de ces personnes-là, de ces femmes, même le docteur là, qui s'accepte de fournir le certificat de virginité, je voulais que ce soit une femme, parce que j'avais besoin aussi de ce modèle-là. Mais elles développent toutes des stratégies de survie à leur échelle et à leur façon, pour essayer de louvoyer justement au milieu de ce patriarcat qui pèse sur elles toutes. Pour la mère, par exemple, on comprend qu'elle aussi, elle a dû fournir un certificat de virginité. Elle a accepté, ça a été vécu par elle comme une violence, et elle le fait subir à sa fille aussi, mais parce que pour elle, c'est la condition, c'est pour laver l'honneur de son enfant, c'est pour pouvoir lui faire confiance et pour lui permettre de sortir et d'aller faire des études, de partir de la maison, etc., en toute
confiance. Oui, oui. Mais et pareil, la tante elle lui demande de prendre un pseudonyme, tout le monde ment, tout le monde déploie des petites stratégies pour négocier des petites marges de manœuvre et des petites bulles de liberté finalement. Une vague envie de pleurer me brûla les yeux lorsque je croisais mon reflet pâle dans les vitres du train en marche. J'eus le sentiment que mon visage s'était arrêté pour toujours dans cette expression de douleur, crispée dans une adolescence infinie où je devrais toujours me cacher pour avoir le moindre geste, le moindre projet qui s'écarterait même le plus légèrement des convictions des autres. J'eus le sentiment terrible que je ne serais jamais autorisée à être moi-même, jamais belle selon ma propre idée de la beauté. Une sensation de manque m'emplit la poitrine, de solitude aussi. L'envie terrible de m'en griller une. Moi, qui ne fumais que pour rigoler, toutes ces péripéties et ces douleurs pour rien, ces insultes, me la faisaient apparaître comme nécessaire, comme une béquille pour tenir, une arme de subversion massive, la torche ultime de la liberté. Vous parlez de liberté aussi, c'est ce qui ressort quand même aussi de ce livre malgré tout, c'est assez bouleversant tout ce que traverse cette jeune femme. Il y a l'espoir et la liberté qui sont là aussi en toile de fond, toujours. Parce que c'est un personnage qui a un élan de vie qui est très très fort, qui a énormément de désirs, mais de désirs dans le sens large, comme pulsion de vie, qui a beaucoup d'humour aussi, et qui a une réflexivité quand même sur ce qui lui arrive, mais qui... À ce moment-là, en fait, c'est le fait de subir cette violence-là qui la réveille un peu, qui opère comme une sorte d'électrochoc et qui lui fait se poser des questions. Et là, le point de départ de sa déconstruction qui va l'amener à identifier ses propres envies à elle, qu'est-ce qu'elle a envie pour sa vie future, pour ses amours futurs, ses amitiés futures, quel rapport elle veut avoir avec son propre corps, avec sa propre sexualité. Et c'est un événement qui va être déterminant. Et elle arrive à surmonter justement toute cette violence et à nous faire une proposition très forte. C'est vrai, le final est... le feu d'artifice de la fin. Exactement. Et d'ailleurs, pour parler de la violence, dans une interview, vous dites « ce n'est pas mon livre qui est brutal, c'est le monde qui est brutal ». Et ça, c'est vraiment ce qui ressort aussi finalement de tout cela, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a opposé depuis toujours. Quand je faisais de la photo, on me disait « vos photos sont très violentes, madame ». Quand j'écris de la poésie, votre poésie est très violente et crue. Mais quelle violence, en fait, peut avoir la langue? Au contraire, pour moi, c'est vraiment... c'est l'inverse de la violence, vraiment. Ce qui est violent, c'est le monde, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on subit dans nos chairs et dans nos corps. Tous les jours, toutes ces micro-agressions sexistes et sexuelles, toutes ces micro-agressions racistes au quotidien qu'on peut vivre, ça c'est violent. En revanche, écrire pour essayer de comprendre et donner des outils à des personnes qui peuvent en avoir besoin, ouvrir les yeux des hommes et des femmes qui pourraient lire le livre, montrer aux mères qui pourraient lire le livre le point de vue de l'adolescente que peuvent être leurs enfants, leurs filles, leurs garçons même. Ça, ce n'est pas de la violence, bien au contraire, c'est une immense tendresse. Et justement, vous lui diriez quoi à cette jeune fille dans le livre et peut-être à travers elle à toutes les jeunes filles? Alors je leur dirais de se faire confiance, je leur dirais que liberté n'est pas délinquance, je leur dirais de faire très attention à elles, d'essayer de faire les bons choix, mais de faire vraiment confiance à leur intuition. Et je leur dirais aussi que leur mère et leur père ne sont pas des monstres à partir du moment où ils ne les agressent pas. Parce que voilà, on sait aujourd'hui que ça existe et dans une proportion très terrifiante, mais que nos parents peuvent parfois être maladroits, mais qu'ils veulent notre bien et que si ce sont des parents qui nous accompagnent et qui font des efforts pour nous nourrir, nous loger, nous faire des études, et ben ça vaut le coup de les écouter aussi et de dialoguer avec eux et d'essayer de trouver un terrain de dialogue en fait qui peut être vraiment très émancipateur et pour elles, eux et pour les parents. Pour terminer, je vous ai réservé un petit questionnaire autour de la langue. Première question, quel est le plus beau mot de la langue à vos yeux? Alors j'hésite entre deux, j'ai deux mots. Je peux dire les deux ou pas? Oui, allez-y. Allez, on va tricher. C'est pétrichor et bésure.
D'accord. Ouais, j'aime beaucoup et la musique de ces deux mots et aussi leur sens. Bésure, c'est vraiment quand on fait cuire deux pains dans un four et qu'ils gonflent et se touchent et qu'on les sépare à la fin de la cuisson, l'endroit où ces deux pains se sont touchés s'appelle la bésure. D'accord. Et c'est trop mignon, non? Ah oui, c'est charmant. Et pétrichor, c'est l'odeur de la terre après la pluie. Ah oui, ça c'est une très belle odeur. C'est magnifique. Très bonne odeur. Le mot le plus laid. Le mot le plus laid, viol. D'abord parce que pour le sens, mais aussi en fait je trouve que c'est un mot très dur en fait. Et d'ailleurs ça m'insupporte les personnes qui l'utilisent en dehors du contexte d'une agression sexuelle. Oui, Ça oui. m'agace en fait quand on parle de viol de la langue ou de viol de la nation. Je trouve ça, c'est vraiment. Ces personnes l'utilisent dans une définition qui est correcte en Oui. fait, mais je trouve que c'est un peu abusif. Oui. À qui ou quoi aimeriez-vous tirer la langue? Beaucoup de personnes. Aux personnes qui ont sucré les subventions de la culture. Alors oui, là, je leur tire la langue. Ok. Bon. Vous arrive-t-il d'être langue de pute, vipère? Ah oui, bien sûr, j'adore bitcher, mais c'est jamais sans bienveillance. En fait, il y a très très peu de personnes que je déteste vraiment, mais c'est jamais gratuit en fait. Quand je bitch ou quand je suis un peu langue de pute, c'est beaucoup plus par humour, parce que j'ai envie de D'accord. rire, parce que j'ai une bonne phrase, Ah que ouais. j'ai envie de partager avec mes amis, plus que pour vraiment viser une personne en particulier ou lui causer du mal. D'accord. De quoi vous languissez-vous? Oh là là, de tellement de choses. J'ai beaucoup de désirs, donc je me languis d'énormément de choses, mais on va dire de l'été, d'un été infini en bord de mer, Et enfin, à quoi sert d'écrire? à s'élever. Ça sert à s'élever, à augmenter la vie, à la déployer. Ça sert à créer des ponts avec l'autre, à développer son empathie et ne plus seulement la réserver pour les personnes qui nous ressemblent, qui sont proches de nous, mais de nous faire comprendre que l'humanité est un grand tissu et on est liés toutes et tous. Merci beaucoup. Merci Rym à vous. Batsal. Votre livre, Je me regarderai dans les yeux, paru chez Bayard, mais disponible partout. J'invite tous les téléspectateurs de Moselle TV à se le procurer vivement. Merci infiniment. Merci beaucoup, Alice. Merci. Aller dans la salle de bain et enlever le bas. Et elle me l'indiqua d'un geste théâtral et lent, avec la main ouverte, une main couverte de bagues en or, des plus grosses les unes les autres, toutes chargées de pierreries scintillantes. J'obtempérais. À en croire son expression scandalisée et distante, j'étais prête à avouer tous les crimes du monde. D'elle, je reçus le traitement de celui qui aurait causé quelque irréparable tort, d'avoir trahi la nation non pas par engagement pour une cause quelconque, un camp même conspué, mais par nigauderie, par l'imbécilité qu'elle m'attribuait au regard du vocabulaire pauvre qu'elle utilisa désormais pour s'adresser à moi et à celui compatissant et respectueux dont elle honorait ma tante. Une bague Clash de chez Cartier brillait à son index. Au moins une, pensais-je, de ces bagues avait été achetée avec des dizaines, des centaines de certificats délivrés à des filles, des jeunes femmes pour prouver par un procédé des plus contestables leur virginité à un fiancé qui assure « Je t'assure, c'est pas moi qui demande, c'est ma mère. Moi, c'est tranquille, je m'en fous. » Mais qui ne s'en fout pas.